Secure, épisode spécial CyberEcho. Je suis avec Samuel. Comment vas-tu? Très, très bien. Merci. Toi aussi? Très bien aussi. Tu es venu présenter au CyberEcho le fait que Vuban a fait le virage complet AI. Oui. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise maintenant est teinté, pas comme on voit dans les choses marketing, mais réellement, vous avez vraiment fait ce mouvement-là. Ça présente des défis importants parce que je pense que pas tout le monde est prêt à ça, puis je pense que tout le monde ne comprend pas nécessairement ça. Mais je vais te laisser justement donner une bonne explication de ce que vous avez fait, puis je vais descendre avec des questions après. Ben oui, avec plaisir. Donc, à la base, Vuban, c'est une compagnie de développement de logiciels. Ça fait 15 ans qu'on a des logiciels, ça fait 8 ans qu'on intègre l'IA dans les logiciels. Évidemment, l'IA, c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de notre expertise. C'était naturel de dire, OK, oui, on l'utilise. L'année passée, on était intentionnel en disant, on veut l'utiliser davantage. Puis, davantage, c'est concrétisé en une accélération vraiment importante. Je vais donner une petite histoire autour de ça. L'an dernier, à peu près pareille date, on a demandé aux employés de trouver des façons avec l'IA d'être 50% plus performants dans leur travail. Puis, on a donné un an pour ça. On avait une initiative là, structurée pour ça. Puis, autant on trouvait ça assez intense comme objectif. Les employés l'ont bien pris, mais en même temps, si on demande à tout le monde dans l'entreprise d'être 50% plus performant, c'est sûr que tu poses des questions. Tu dis, OK, mais dans mon département à moi, comment je peux faire plus vite que je fais aujourd'hui à ce point-là? Mais on s'est rendu compte, à mi-chemin dans l'année, que finalement, pas les départements avaient dépassé de beaucoup là, cet objectif-là. Puis on s'est dit, OK, on est peut-être dans un autre mindset. Puis là, je vais amener une notion que je trouve importante, là, puis ça caractérise qu'est-ce qu'on a vécu. C'est que, mettons, je te demande de faire le voyage Québec-Montréal en voiture 50% plus rapide. Limite, tu vas dire, OK, je prends des risques, mais mon véhicule, il peut rouler à 100, mais il peut rouler à 150 km/h. Donc, je vais juste peser plus l'accélérateur, puis je vais arriver à l'objectif. Mais si je te demande, prends un mindset de 10x, 20x, peu importe. Donc, c'est 1000, 2000 fois plus rapide. Ton véhicule ne fonctionnera pas. Donc là, tu vas penser à une autre façon. Tu vas dire, OK, quel véhicule me permet d'aller à Montréal en 10 minutes, par exemple? Donc, c'est vraiment le mindset qu'on a utilisé. Il y a bien des gens qui aimeraient ça pouvoir se déplacer Québec-Montréal en 10 minutes. Très franchement. Là. Effectivement. Fait que là, dès qu'on a vu que finalement 50%, c'était atteignable, puis on avait atteint, puis on s'est dit, on va se mettre dans ce mindset-là. Puis là, ce mindset-là, fait que il a fallu justement qu'on se transforme à un tel point, puis c'est le point sur à quel point on a poussé. On s'est dit, puis ça a convergé avec l'arrivée des nouveaux modèles de cloud, des nouvelles façons de faire, les cowork, cloud code, qui étaient extrêmement performants. Donc là, c'est toute une course contre la montre. Là. Donc à cette époque-là, chez nous, en tout cas, ChatGPT, c'était l'outil de prédilection qui était le plus performant pour nos besoins. Puis là, on s'est rendu compte que, Cloud Code, OK, vient de le dépasser. Puis là, on a essayé de l'adopter totalement. Totalement dit que oui, évidemment, nos experts dev, de produits, cyber, ça va de soi. Mais là, on ajoute à ça tout le back-office, finance, RH et autres. On s'est dit, OK, eux aussi pourraient en bénéficier. Maintenant, ils ont des cas d'usage qui sont différents. Mais on a fait le travail pour justement faire en sorte qu'ils l'adoptent. Puis là, en date d'aujourd'hui, ils ont des structures de fichiers dans notre repo Git. Ils utilisent tous les transcripts pour optimiser la façon de faire. Ils se développent, soit des skills, des plugins. Ils se partagent tout ça aussi dans les équipes. Et aussi, ils se développent de plus en plus des produits, des plateformes, des outils. Fait que là, évidemment, on a un gros défi en cyber. Si je fais lien avec la cyber, là, on s'est dit, OK, mais là, tout le monde se développe, des coworkers, des ci, des ça. C'est très nouveau. Là. Je donne un exemple. On a vu rapidement qu'un coworker, idéalement, tu le sandbox. Donc, tu utilises un environnement qui est un peu plus limité pour travailler parce que ton coworker, à la limite, il utilise tes credentials, il va sur Internet, il accède à tes outils, donc il agit en tant que toi. Donc, si tu le balises pas bien, il peut faire des choses évidemment dangereuses, là, bien entendu. Donc, puis c'est ça. Pour cet exemple-là, on regardait qu'est-ce qui existe sur le marché. Beaucoup de vendors proposent des choses, prétendent que ça fait plein de choses, puis il y en a que c'est vrai. Dans ce cas-là, on ne trouvait rien. Puis la solution qui est arrivée,
très, très novatrice, c'est NVIDIA OpenShell. NVIDIA OpenShell, c'est pré-alpha. Là, je sais pas pour toi, mais un pré-alpha, tu déploies ça dans quel contexte? En production? Si on est 250, OK, mais encore, on peut pas se permettre non plus de bloquer tout, là. C'est une version. Fait que c'est ça. Là, on va le tester, mais fait que là, on se remet en contexte où est-ce que comment qu'on fait dans un univers qui va vite. Donc, la technologie d'IA va plus vite que les mesures de protection cyber. Notamment, je vais quand même faire un pas arrière parce que tu as mis beaucoup d'informations. Vous avez atteint le rêve qui est vendu, que probablement peu de compagnies réussissent à faire, qui sont généralement à ce stade-ci déçus de leur expérience avec l'AI et reculent ou abandonnent ou mettent sur la glace ces 10 projets-là. Juste pour donner une perspective, comment vous avez réussi à changer le mindset, parce que c'est vraiment ça que vous avez fait, d'aller dans le mindset pré-AI avec celui maintenant qui permet justement aux employés de Vuban d'accélérer x10, x20, x1000 leur capacité? Ben, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix. D'un, c'est notre domaine, l'AI. Puis là, on n'a pas le choix de montrer l'exemple, premièrement. Maintenant, on voit le marché aller, puis on ne peut pas imaginer que on aurait pu être compétitif sur un certain long terme si on n'avait pas fait ça. Fait que là, premièrement, ça donne un énorme edge. Éventuellement, ça va probablement devenir la norme, ce genre de performance-là, bien sûr. Fait que c'est comme ça qu'on l'a vu. On s'est dit, sentiment d'urgence que, OK, c'est do or die, dans le sens où si on le fait pas, maintenant, on va être moins, voire plus pertinent. Parce que, je sais pas, ça va nous prendre encore 2 ans de développer un logiciel. Puis finalement, c'est ça. Il y a de la compétition qui va le faire en 6 mois, puis évidemment moins cher et tout. Fait qu'on s'est dit, c'est un do or die dans notre cas. On s'est mis un peu sentiment d'urgence là-dessus. Ça va comme ça. Puis l'adoption au niveau des personnes, parce que là, tu parlais des développeurs, ça va. On est de plus en plus dans une capacité d'adoption, mais quand tu dis c'est transverse, vraiment, même les RH, même le back-office aussi l'a fait. Comment vous avez réussi à amener cette culture-là à ces gens-là qui sont peut-être pas réfractaires, mais pas nécessairement disposés à tester des nouveaux outils rapidement et modifier leur façon de faire aussi? C'est sûr que notre équipe back-office n'est pas si énorme que ça. Donc, ils sont habitués dans un contexte où est-ce qu'on carbure à la tech, puis on a tout le temps des idées une après l'autre. Donc, ils sont habitués, ils n'étaient pas surpris, surtout le management, de voir venir ces idées folles-là, de se dire, donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va utiliser, pour vrai, là, de voir des gens en recrutement utiliser un VS Code avec un Cloud Code, puis un GitLab, puis des repos, puis là, d'expliquer, mais tu sais, quand tu, justement, reçois ton candidat en entrevue ou quelque chose comme ça, là, tu vas prendre un skills d'anonymisation, puis là, après ça, tu vas l'importer dans le Git, puis là, après ça, là, tu vas faire l'entraînement, telle affaire, OK, là, tu vas faire un merge request. Oublie pas de faire ton merge request là, quand tu arrives à telle étape. C'est tout un langage qu'ils ne comprenaient pas. Puis finalement, on se rend compte que oui, il y en a qui partaient plus loin et tout. Finalement, sur un espace de entre 3 et 6 mois, c'est possible, c'est réaliste. Je ramène notre contexte, on est 250. Donc, on parle peut-être d'une 50aine de personnes qui étaient un petit peu moins familiers avec ces outils-là. Ah, c'est bien, c'est le fait de vivre dans un environnement comme ça, dans un bassin favorable, va être aidant à cette transition-là. On va rebasculer sur la cyber. Oui. Vous avez utilisé beaucoup d'outils, vous avez beaucoup d'éléments différents qui sont en action. On a vu même ce matin même une compagnie qui malheureusement a perdu sa base de données de production parce qu'il y avait des mauvais contrôles. On a vu AWS qui malheureusement, le AI a décidé de refactorer un environnement de production out of nowhere. Il y a eu des downtime de plusieurs heures qui sont associés par rapport à ça. Comment vous autres vous placez par rapport à ça? Parce que vous êtes pas plus faux que les autres. Vous avez anticipé les choses qui s'en viennent. Comment tout ça se matérialise? En fait, c'est là est venu aussi notre innovation. On a vu ça aller. On était au cœur de la stratégie. Puis, en équipe, petite équipe, on s'est mis à réfléchir, comment on est capable de suivre justement ce pace-là. Donc là, c'est l'accélération des projets,
qu'on fait pour les clients, l'accélération aussi de ce qu'on produit à l'interne, les outils à gauche, à droite. Donc, c'est venu assez naturellement, entre autres parce que dans l'équipe, on a un expert en DevSecOps, donc très background de développement, puis après ça, il a bifurqué en cyber, que là, lui a retrouvé ses anciens amours de développer du software. Puis, il nous a amené tout de suite sur une piste de, on pourrait se bâtir notre plateforme qui viendrait justement intégrer différentes sources pour justement ajouter de l'intelligence, agentiser des choses et tout. Je donne un exemple. C'est toutes les choses qu'on trouvait pénibles, parce qu'avec toute cette accélération-là, ben là, on a dit aux gens, là, à chaque fois que vous allez importer un skills, une librairie, ben cette skills-là, dans un marketplace, ben ce skills-là, il peut inférer, il peut être malicieux, il peut inférer par des sources externes et tout. Donc, il faudrait le sécuriser ou en tout cas, au moins le scanner, mettons, le valider. Donc, puis là, ça et tous les outils. Là, on avait énormément de demandes. Là, rapidement, on a déployé on utilise Slack, là, c'est comme Teams. On a déployé un Slack bot cyber. On l'avait déjà, mais c'était pour faire des demandes de cyber. Mais là, on l'a connecté avec notre plateforme. Donc, là, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit, il analyse. Donc, il va faire les bonnes vérifications pour valider est-ce que le skills, autant que est-ce que le SaaS que tu veux utiliser, est-ce que ta demande est légitime. Donc, il auto-analyse. Puis dans notre plateforme, là, notification, on a des scores, on a tout le détail qu'on a besoin d'avoir. Puis, on approuve, on rejette et tout. On donne des notes. Puis, ce qui est bien, c'est que tout est fait aujourd'hui avec des agents de codage. Mais là, on a un layer de plus. C'est plus du spec driven qu'on gère, là, qu'on fait. Donc là, s'il y a quelque chose, mettons, dans la fonctionnalité, disons qu'il y a un critère qu'on a oublié de mettre de, je ne sais pas, est-ce que les données sont localisées au Canada ou à l'étranger? Bien, si on a oublié de le mettre dans l'analyse, ben, c'est pas compliqué. On va dans les spécifications de cette fonctionnalité-là du système, puis on dit, ajoute la fonctionnalité. Puis, il va comprendre que pour ça, ben, il va aller voir, par exemple, dans la politique de confidentialité du fournisseur, puis il va chercher l'information par rapport à la localisation des données. Donc, c'est de plus en plus facile de faire ça. Donc, au fur et à mesure qu'on voit des choses qu'on devrait ajouter, améliorer, ben, on est en mesure de le faire juste avec des spécifications. C'est vraiment fou. Bon, ben c'est ça. Ben ça, c'est au niveau de ce que vous développez, là, au niveau des spécifications, ou vraiment ce que votre plateforme interne vous permet de contrôler et baliser vos agents pour pas que ça fasse mal? Ben, je te donne l'exemple d'une fonctionnalité de répondre aux demandes des utilisateurs via le Slackbot. Donc, les spécifications, c'est la façon de venir modifier notre code, notre programme en tant que tel. Donc, s'il nous manque une fonction, comme ça j'ai mentionné, ben, on va dans les specs de notre code de projet, puis il va après ça régénérer l'application avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, ça, c'est pour cet exemple-là. Par rapport à tout ce qui est la pure cyber, là, donc la surveillance, ben, en fait, présentement, on ne voit pas la valeur ajoutée d'ajouter des fonctions qui existent déjà dans des produits qui existent. Là, par exemple, on n'ira pas développer un antivirus, on n'ira pas développer un Synapse ou autre. Donc, on continue à bénéficier de ces plateformes-là. Donc, on va chercher les meilleures plateformes pour nos besoins. Puis, ce que ça nous amène, par exemple, c'est une meilleure visibilité. Parce que le rôle aujourd'hui de l'équipe opérationnelle est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis souvent elle est disparate dans plein de systèmes. On a l'impression qu'un SIM va centraliser tout ça. Il fait une bonne job, mais Ouais, encore. ça centralise, mais ça fait juste centraliser ce qui donne pas une valeur ajoutée. Puis de toute façon, comme tu mentionnais bien, tu as une multiplication de système, donc une multiplication de logs, donc tu es dans un contexte d'inond, tu te fais inonder littéralement. Là. Oui, effectivement. Fait que, imagine, nous, est-ce que tout ce qu'on a ajouté comme valeur, c'est tout le contexte d'un projet. Tant qu'on fait un projet pour un client, donc on développe un système, mettons un ERP sur mesure pour un client manufacturier. Ben, nous, on se connecte à notre répertoire interne là, de fichiers où est-ce qu'on a capturé toutes les transcriptions de discussion avec le client, toute l'information sur le design du système, c'est quoi qu'on va développer. Tout. Là, on capture cette information-là. Ce qu'un bon analyste ou architecte de sécurité ferait sur le projet, il irait poser des questions. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les données impliquées? C'est quoi le système? Comment on va le faire et tout? Mais tout ça traîne, je faisais ça comme ça, mais tout ça est déjà documenté dans des conversations ou des documents dans nos systèmes. Donc, ce qu'on a fait, entre autres, c'est qu'on
pour avoir le bon contexte. On s'est connecté sur ces sources-là. Puis, ça nous donne une vue de OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la criticité? Est-ce que c'est un système qui amène des enjeux opérationnels, par exemple, de disponibilité? Si ce système-là plante, est-ce que, justement, il y a des enjeux ou des coûts qui vont être importants pour le client? C'est toutes des choses qu'on va capturer. À la limite, on bonifie parce qu'il manque d'informations. Bon, on va chercher l'information qui manque. Donc, imagine, on est capable assez rapidement d'avoir le bon niveau de risque de ce projet-là en tant que tel. Puis là, après ça, là, on se connecte au système qu'on développe. Donc, on s'assure qu'on a le bon niveau de sécurité associé à ces risques-là, qu'on vient les atténuer. Puis, on peut se connecter à d'autres sources. Donc, si on a des sources de menaces spécifiques à l'industrie ou autre, on est capable d'avoir encore plus d'informations. Donc, c'est une plateforme qui évolue constamment. La grosse plus-value, c'est faire le lien entre le contexte du système, le contexte d'affaires et les contrôles de sécurité derrière. C'est intéressant. Puis là, je rephrasais pour être sûr d'avoir bien compris. Vous avez comme un moteur AI qui va justement chercher toute l'information pertinente du client, spécifiquement pour ses besoins, l'industrie. Fait qu'il va tout s'alimenter de ça, il va recruncher ça et il va pondre des specs qui vont arriver puis qui vont influencer la façon que le système va être développé. Oui, en effet, je t'ai pas encore rendu là, mais tu as bien lu dans mes pensées. Oui, parce que, mettons, dans ce qu'on fait, on développe un logiciel. Donc, ultimement, on amène aujourd'hui, là, vu que le système est développé par des spécifications, bien, on a déjà des spécifications de sécurité par défaut, là, par exemple, toutes nos façons de faire puis nos standards par défaut. Par contre, en capturant le contexte du projet puis le contexte d'affaires, ça vient nous permettre d'ajouter des spécifications sur mesure. Comme par exemple, si dans le contexte d'affaires, on se rend compte qu'il y a un enjeu de souveraineté des données, bien, on peut venir ajouter des spécifications que le système doit rouler sur un modèle qui soit local ou qui est plus souverain. Donc, ça peut faire partie de la spécification. Celle-là est peut-être plus complexe, là, ça fait partie du cœur du système, mais tu comprends un peu l'essence. C'est ça. Donc, vous réussissez à accélérer tous les specs sécurité en ayant tous ces inputs-là et en donnant, le moteur va aider, dans le fond, les équipes de développement à intégrer immédiatement tout ce volet-là. Si on prend justement les équipes de développement, parce je le mentionnais précédemment, il y a eu des incidents où il y a des actions non voulues qui ont été exécutées par du AI. Comment vous autres, parce que c'est un aspect de cyber très important, puis tu le mentionnais en entrée de jeu, il agit en ton nom. Donc, comment vous faites pour limiter la capacité destructive ou les initiatives destructives, parce que c'est une initiative qui pourrait vous causer un préjudice comme ça, puis justement, bien le maîtriser? Oui. En fait, un peu comme j'ai montré dans ma conférence hier, les gens parlent beaucoup d'agents, système agentique. Un agent, même si ça a l'air d'être une fonction assez simple de base, un agent pour nous, là, c'est un minimum de 12 composantes. Puis dans ces composantes-là, il y a des composantes les guardrails, là, désolé l'anglicisme. Donc des composantes qui vont venir valider si l'agent se comporte de la bonne façon. Donc, l'agent, comme par exemple, si un agent, j'ai un exemple souvent que je donne, disons qu'il y a un agent qui est utilisé dans le processus d'onboarding des employés. Donc, l'arrivée d'un employé. Cet agent-là, par exemple, tu peux lui demander, c'est quoi le bon rôle pour le nouvel employé? Puis là, il va te demander qu'est-ce qu'il va faire et tout. Donc, tu ne peux pas lui dire, il va faire la même chose que tel autre employé. Non, l'autre employé, ça fait 20 ans qu'il travaille ici, il a accumulé plein de droits. Donc, non, ça, c'est pas une bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Quotidien, parfait, c'est ça son rôle. Good. Fait que là, donc, on a ça là, on a un agent qui fait ça. Fait que là, parfait, ça, c'est le bon rôle, c'est beau. Cet agent-là qui a capturé les bons droits, puis après ça, il doit, soit lui ou il passe la main à un agent qui va donner les droits. Et cet agent-là, il faut que tu t'assures que ce qu'il fait, c'est dans les limites de ce que tu t'attends à ce qu'il fasse. Par exemple, c'est pas parce qu'il y a des droits d'écriture de compte qu'il pourrait techniquement supprimer l'ensemble des comptes de ton domaine. Parce qu'il y a ces droits-là, parce que ça prend ces droits-là pour aller créer un compte, par exemple. Tu veux pas qu'il détruise ses comptes. Lui, il est programmé pour juste créer des nouveaux employés. C'est un agent d'onboarding. C'est même pas l'agent d'offboarding.
que lui pourrait supprimer un compte. Mais supprimer un compte, c'est pas supprimer 1000 comptes. Donc, tu vois, on ajoute tout le temps un agent de surveillance. Donc, le Godwill. La première chose qu'on fait, c'est ça. Chaque fois qu'on développe un agent, on s'assure qu'il comprend les limites, mais je ne veux pas dire qu'on ne le truste pas, c'est pas bien dit en sécurité, mais tu comprends le point. Donc, dans la vraie vie, on n'a pas tout le temps le luxe d'avoir un superviseur parce que c'est des humains et ça coûte cher. Mais dans les systèmes d'agents, ben, tu peux prévoir avoir un superviseur. Fait que tu as un agent qui supervise l'agent qui fait la tâche pour être sûr que c'est correct. Puis si c'est pas correct, ben, il peut agir, peut empêcher, bloquer, alerter et tout. Fait que ça, je dirais que je vais l'adresser en 2 volets. Premier volet, c'est celui-là. Fait qu'on peut inclure ces protections-là dans le système. Mais aussi, il y a des technologies qu'on intègre. Je ne veux pas nommer les fournisseurs, les vendeurs avec qui on fait affaire, mais il y a des technologies, certaines émergent. Là. Il y a des produits connus, comme des produits qui ne sont pas connus en ce moment, ou des startups. Là. Donc, ça aussi, évidemment, pour surveiller globalement les comportements de mes systèmes agentiques, donc ce qu'on appelle les non-human accounts, là, identities, ben, s'il y a des technologies qui existent aussi. Fait que ça fait un niveau de plus. Mais le premier niveau qu'on inclut dans nos systèmes est vraiment important. Oui, c'est très intéressant. Puis moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit, c'est que chaque agent a une fonction unique. C'est-à-dire que tu as un agent de onboarding, il ne fait que du onboarding. Il ne va pas faire du offboarding. Fait que si lui commence à effacer, ton agent superviseur va être capable de décider très rapidement s'il a les droits de le faire ou s'il essaie de le faire puis il n'a pas le droit, bon, c'est tel que tel. Mais mettant des périmètres très petits, je trouve ça très intéressant comme approche. Puis justement, je pense que c'est une bonne façon de mitiguer les risques associés à des agents qui pourraient partir en couille. Là. Effectivement, puis c'est pas si plus complexe que ça, plus coûteux, mettons, là, d'avoir des plus petits agents. Donc, ça amène plus de sécurité, mais aussi, ça amène plus de performance parce qu'on a tout l'enjeu des fenêtres de contexte, là, le context window. Donc, si ton agent, disons que j'ai un agent qui est le spécialiste cyber, puis que lui, là, il est entraîné, si on veut, programmé pour répondre à toutes sortes de questions. Là. Donc, est-ce que je peux utiliser telle solution technologique ou crée-moi un compte par-ci? Est-ce que j'ai des vulnérabilités ou des alertes critiques? Puis, by the way, il faudrait que je fasse le patch management de mes systèmes. Cet agent-là, il y a ben trop, c'est trop complexe. Là, il y a ben trop de connaissances, ben trop d'informations à gérer. Donc, c'est sûr que tu dépasses la fin de contexte. Il va halluciner, c'est sûr. Là. Donc, il va perdre le contexte. Donc, ça, c'est un premier problème, évidemment, que tu veux pas. Parce que s'il hallucine, ben là, finalement, tu lui as demandé de patcher un système, puis après ça, il est allé créer un compte à la place. Mais c'est aussi c'est un exemple extrême, mais qui est quand même très, très représentatif de comment il peut partir complètement dans le néant. Là. Exactement. C'est pour ça que, c'est ça, on réduit la complexité des agents pour ça, mais aussi pour limiter les coûts. Actuellement, un des enjeux qu'on fait face, là, on le vit en accéléré, c'est le coût des tokens. Donc, il faut vraiment être conscient que si à chaque fois tu repasses beaucoup de contexte, beaucoup d'informations, tu choisis le mauvais modèle parce que tu dis, moi, je vais prendre un plus 4.7, ça va être le meilleur, le plus performant. Ben oui, mais c'est peut-être le plus cher aussi en ce moment. Donc, peut-être qu'est-ce que tu as besoin de faire. Ça n'a pas besoin d'une grosse analyse par un AI. Donc, tu peux prendre un petit modèle, il peut rouler local et tout. Donc, il y a des façons aussi d'architecturer ça dans tes systèmes. Tu glisses sur l'architecture. Comment vous réfléchissez vos architectures de vos agents? Parce qu'il y a quand même une connaissance, un know-how qui est nouveau, qui est en train d'être en croissance. Comment, vous l'avez développé, puis comment celui-ci représente dans votre entreprise quand même un élément important, puisque les agents ont un rôle très important. Donc, incidemment, ceux qui les architecturent ont un rôle aussi très important de s'assurer qu'ils fonctionnent bien, puis qu'ils ne coûtent pas trop cher, qu'ils n'hallucinent pas, et ainsi de suite. Oui, exact. C'est le cadre d'expertise. Là. On a une quarantaine d'AI scientists, donc des gens qui ont principalement des PhD. Dans des sujets d'IA, puis autour des sujets d'IA, donc des gens très, très, très intellectuels, puis très à l'affût de comment fonctionne exactement l'IA, les modèles, puis de tester aussi la performance. On est extrêmement concret là, chez vous, technique. Là, donc, nos AI scientists, oui,
sont intellectuels, donc ils vont analyser des choses, mais ils vont aussi faire du Python, puis ils vont aussi développer ou fine-tuner des modèles. Fait que, on est hyper appliqué. Fait que cette équipe-là, c'est leur quotidien, autant pour les projets clients que nos choses à l'interne, d'identifier les meilleures façons de faire. Donc, trouver le meilleur modèle, même historiquement. Lorsque l'époque était à l'entraînement, donc on avait des machines, on a encore une machine Lambda qui servait à entraîner des modèles ou fine-tuner des modèles. Donc, c'est habitude de travailler avec ça. Là, aujourd'hui, on est plus. La plupart des modèles sont déjà assez bons. C'est quand même plus rare là, qu'on a entraîné ou à fine-tuner. Donc, leur expertise, c'est de trouver le bon modèle pour le bon cas d'usage. Maintenant, dans nos plateformes d'agentique qu'on a développées, puis c'est là aussi notre plateforme cyber, on se connecte à cette fonctionnalité-là. On fournit l'information nécessaire pour qu'eux, ils déterminent c'est quoi le bon modèle. Puis, dans notre stack, donc dans notre architecture, si on veut, on a accès à plein de modèles. Donc, à la fois, on a des modèles locaux. Donc, on peut justement, peut-être que la requête va être redirigée vers un modèle local qui va faire le traitement, autant que ça peut être redirigé vers un modèle externe où est-ce que il y a les clés API pour se connecter à ce modèle-là. Donc, on a, voyons ça comme un routeur de modèle LM selon le contexte. Fait que lui, évidemment, il ne fait pas ça à chaque fois, là, mais c'est plus lorsqu'on crée notre système, disons, on vient à notre agent qui va créer les comptes. Bien, lorsqu'on le crée, lui, il va invoquer la fonction. Il va dire, voici ce que je veux faire. C'est quoi le meilleur choix de modèle? Puis après, il va dire, OK, c'est lui. Parfait. Fait que notre système va s'interfacer avec le modèle en tant que tel, de la bonne façon. C'est super intéressant. Puis je pense que c'est ce qui manque dans beaucoup de compagnies, ce groupe-là de réflexion, justement, pour amener. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'échecs, qu'il n'y a pas cet espace-là à la réflexion. Tu faisais référence à votre plateforme cyber, on a un peu parlé de façon diverse. Est-ce qu'elle est utilisée qu'à l'interne? Est-ce que ça va à vous protéger à votre SOC? Ou vous en servez également pour aider les clients à mieux se protéger ou à développer des systèmes pour mieux avoir un meilleur centre opérationnel de cyber? Ou comment cette plateforme-là se matérialise? Il faut comprendre qu'on a commencé le développement en janvier. Puis évidemment, on le fait avec nos capacités internes. Là. Donc, on est à l'étape où est-ce qu'on a réalisé il y a quelques semaines que, OK, d'un, c'est extrêmement utile pour nous. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup de potentiel éventuellement de commercialisation. Donc là, on est vraiment à cette étape-là en ce moment. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, ça nous aide pour la sécurité à l'interne, mais aussi dans des contrats de support qu'on a avec les clients. On développe un logiciel, puis on va le soutenir, puis on va le supporter pendant des années. Bien, on justement se connecte à ces environnements-là pour justement assurer la sécurité du système qu'on est responsable d'avoir développé pour le client. Fait qu'on va jusque-là. Oui, on voit le potentiel, bien sûr. De plus en plus, on a des gros clients commerciaux où est-ce qu'on déploie des systèmes d'agents assez complexes. Fait que là, on est en train de proposer notre plateforme dans ces projets-là. Donc, ça va voir le jour, bien sûr. Puis, on va regarder qu'est-ce qui pourrait être commercialisé. Je dirais, mettons, un mode SaaS, là, c'est réutilisable plus facilement là, par les organisations. Mais présentement, c'est de prendre ce qu'on a fait puis de l'amener dans un contexte, un système d'un client, oui, c'est faisable, puis on le fait déjà. Je trouve ça super intéressant parce que comme vous le vivez à l'interne, donc nécessairement ce que vous développez est très présent. C'est pas comme un produit qui est développé dans l'abstrait puis ensuite essaie d'être commercialisé. C'est super chouette. J'ai eu l'impression de faire un grand tour. Est-ce qu'il y a d'autres volets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais discuter? Bien, on parle beaucoup évidemment des systèmes d'IA, de l'IT. Dans mon passage précédemment, dans l'entreprise Big Four où j'étais, j'avais développé le volet OT. Puis, ce volet-là, j'avais vraiment aimé ça, là, le côté, là, les systèmes industriels. Puis, là, je vois venir la prochaine vague de robots humanoïdes. Puis, même, on a des clients assez novateurs plutôt, qui commencent à acheter des robots. On en a un là, qui nous a impressionnés. Il a acheté 2 robots chinois, 17 500 US. Puis, il a commencé on travaille avec lui. Là. Il n'a pas commencé, mais on a développé des systèmes d'intelligence pour que le robot fasse un certain nombre de choses dans son usine, dans sa shop. Là. Donc, c'est très nouveau, mais on voit ça venir. Puis,
Puis on voit évidemment sur les réseaux sociaux, là, ça flash là, quand tu montres qu'il y a un robot qui travaille dans ton entreprise et tout. Là. Mais ça s'en vient. Donc, on a l'intention de relancer une division outils pour justement se préparer. On a beaucoup de clients dans le contexte d'outils. Puis, on voit venir la vague de tous les risques qui visent l'IT en ce moment. Là, éventuellement, ton robot qui a une intelligence, qui est connecté quelque part à un système, si tu demandes de faire des choses qu'il ne devrait pas faire, il pourrait devenir dangereux. Là, on tombe dans le safety, on tombe dans d'autres choses. Donc ça, on voit venir dans un horizon de peut-être 2 à 5 ans. Là. Ça va faire partie du contexte de notre domaine de la cyber. Fait que déjà, on anticipe une spécialisation là-dedans aussi. Wow, c'est super intéressant. Merci de ce partage-là. C'est très inspirant. Puis j'aime ça voir qu'on a des entreprises au Québec qui ont cette capacité de voir l'avenir et de l'aborder de façon sereine et de façon à ce que ça va servir, ça va nous servir plus tard. Merci énormément pour ce partage-là. Merci pour l'occasion. Pour vrai, c'est toujours un plaisir de partager. On est bien fiers de ce qu'on fait, mais aussi on est passionné. On se connaît depuis longtemps, puis on est avant tout passionné. Puis quand on a l'occasion c'est ça. De montrer qu'est-ce qu'on a fait avec toute la vulnérabilité qu'on peut y avoir. Là, c'est des affaires qui n'ont pas bien fonctionné, des affaires qui ont bien fonctionné, puis en bout de ligne, ça fait avancer notre domaine. Bien sûr. Oui. Avec plaisir. Merci.